Ça fait 5 ans que je médite et pendant ces 5 années, j'ai eu plein de phases différentes. Il y a eu des phases où j'arrivais bien à tenir la routine, d'autres phases où je stagnais en progrès. Mais finalement, ce qui ressort dans ces 5 années de méditation, c'est surtout qu'aujourd'hui, je me sens un petit peu perdu. J'ai eu des dizaines de conseils de méditation différents, de différents courants, certains qui préconisaient des méditations sur le cœur, d'autres sur l'énergie, d'autres sur le souffle, d'autres sur Vipassana, ça s'arrête plus. Et c'est bien qu'aujourd'hui, on suis arrivé à un point où je sais plus quoi suivre comme méthode, je sais plus quoi faire. Alors, je suis super heureux d'accueillir sur cette chaîne aujourd'hui Maxime Gréau, auteur du blog Heureux dans sa vie, pour qu'il nous parle d'un sentier, le sentier bouddhiste que tu pratiques depuis déjà pas mal d'années. Et je vais donc t'interviewer, Maxime, pour que tu nous racontes tout à propos de ce sentier qui permet logiquement d'atteindre l'éveil. C'est ça. Tout simplement. Complètement, exactement ça. Maxime, est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement qui tu es et ton chemin dans la méditation? Bien sûr, avec plaisir. Merci Elliot de m'accueillir chez toi. Ça a commencé un petit peu par hasard, finalement, la méditation pour moi. C'était plus une quête d'être plus heureux dans ma vie. C'était une période de ma vie où ça allait pas. Je cherchais des solutions un petit peu comme tout le monde. J'ai découvert l'univers du développement personnel. Et mon premier coach m'a dit, Maxime, je n'étais pas très enclin à aller vers cette voie-là. J'étais plutôt rationnel et très cartésien à cette époque-là. Et je voyais pas en quoi m'asseoir, ça allait régler mes problèmes. Tu vois, je me disais plutôt qu'il fallait que j'agisse et que je fasse quelque chose de très concret. Donc c'était un petit peu antinomique. Et donc j'ai commencé un petit peu comme ça. Bien sûr, il y a eu des résultats très rapides. Et en même temps, bizarrement, après 10 années de pratique, il restait des fluctuations, il restait quelque chose de l'ordre de l'impermanence, des émotions, des réactions, bref, tu vois, quelque chose de pas complètement stable. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert un nouvel univers, un peu par hasard, encore une fois, le hasard fait bien les choses. Je me retrouve dans un temple bouddhiste, et puis j'entends, j'écoute, et je reçois des enseignements dont on a parlé aujourd'hui, sur justement quelque chose de très tangible et très concret que j'avais entendu nulle part ailleurs. Je me mets à méditer, et effectivement, voilà, quelque chose de plus qui a agrémenté la pratique, quelque chose qui se mesure, quelque chose de tangible, quelque chose de concret, quelque chose qui me permet de voir une progression. Et voilà un petit peu où j'en suis aujourd'hui, avec quelque chose qui me permet vraiment d'avoir des résultats et de savoir où j'en suis, ce qu'il me reste à faire. Voilà, un petit peu le chemin et le parcours. Génial. Avec la découverte de la méditation d'abord, et puis la découverte dans un second temps de ce chemin qui toi, t'a parfaitement correspondu et Complètement. Ça correspond beaucoup à ce que tu dis, finalement, cette espèce de... C'était très nébuleux, finalement. Un coup, je fais de la mindfulness, un coup, je fais de l'expansion de conscience, un coup, je fais oui, c'est ça. De la relaxation. Ouais. C'est cool, mais il n'y a rien de très fiable là-dedans. Et puis surtout, ça change un petit peu ma vie. Mais de là à faire de moi quelqu'un capable de vivre le moment présent dans ma vie de tous les jours, bon, il y a du chemin, quoi. Ouais. Voilà, donc c'est pas... ça sert pas à rien, bien évidemment, mais c'est pas ce que je veux vraiment. Moi, je veux vraiment accéder à quelque chose de... La méditation sert à accéder au moment présent. Le moment présent permet d'avoir de la hauteur sur sa vie. La hauteur sur sa vie permet d'avoir une distance permanente qui fait qu'on la subit plus, cette vie, ou bien au-delà. Cette hauteur permet de choisir en conscience, de faire des choix en âme et conscience. Et on parle de co-création, tu vois, il y a la vie, ok, et puis il y a comment et où j'ai envie d'aller. Et cette direction, c'est beaucoup plus quelque chose qui vient de l'intérieur, ou je sais pas, d'une connexion plus grande. Bref, et c'est ça qu'amène justement la pratique de la méditation, et c'est ça qui permet d'avoir une vie de qualité sans la subir, en faisant ce pourquoi on est fait, en se sentant aligné à sa place. Et moi, c'était ça que je voulais. C'était pas juste me détendre. Tu vois, un peu, je mange un morceau de chocolat, je me fais du bien, et ma vie va mieux comme un pansement ou un médicament. Je voulais vraiment trouver ce truc qui fait que je suis heureux. Je sens que ma vie est belle. Voilà. C'est clair. Et il faut des méditations spécifiques pour ça, finalement. C'est pas... Même si la mindfulness, c'est génial, et je crache pas du tout dans la soupe, j'en ai fait beaucoup. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin pour qu'il y ait vraiment quelque chose. Voilà, c'est ce qu'on va voir. Et revenons aux bases un instant. Oui. Et j'ai envie de te poser la question que je pense n'importe quel débutant en méditation pourrait se poser. En fait, ça sert à quoi la méditation? Ça va m'apporter quoi dans la vie? Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu du concept d'équanimité. Et ben c'est ça. En fait, on peut voir la méditation un petit peu comme un grand triangle.
un triangle dans lequel, en bas de ce triangle, existe la dualité, les opposés. Là, c'est un petit peu le monde binaire de la conceptualisation et du raisonnement intellectuel. C'est génial, ça nous permet de se comprendre. Là, par exemple, on a des neurones, des connexions neuronales, et ça fait qu'il y a tout un fonctionnement neurologique qui fait qu'on apprend, on se comprend, on parle, on analyse et tout ça. Mais ce monde binaire génère aussi une problématique d'opposé, de dualité, de comparaison, de jugement. Et c'est là que commence la problématique du mental et de l'ego. Plus je pense toujours de la même manière, et plus finalement je fais des associations de pensée, et plus je crée une réalité depuis ce concept de pensée. Si dans mon éducation, j'ai reçu un formatage pour réussir sa vie, il faut être gentil, par exemple, et voilà, je cultive cette manière d'être, et je suis de plus en plus gentil, jusqu'à m'oublier, voilà. Ou si j'estime que j'ai pas confiance en moi, toute ma vie, j'agis depuis un espace d'absence de confiance en moi, et je crée donc cette réalité. Et tout ça vient de ces schémas qui existent à l'intérieur de nos têtes et qu'on construit. Donc ça, c'est vraiment le premier étage de ce triangle, qui est tout le raisonnement intellectuel, la conceptualisation, le mode analytique. Donc ça, disons que c'est le bas de la pleine conscience. C'est quand t'es pas vraiment en pleine conscience. Voilà, ce n'est pas de la pleine conscience. Voilà. Okay. Tout ce qui est raisonnement intellectuel nous emmène dans du passé ou dans du futur. Donc dans des projections. Le futur inquiétant, le passé qui nous rend impuissants parce que c'est fini, c'est terminé, on ne peut plus rien y faire. Ouais. Et en fait, en quoi c'est mauvais donc? C'est mauvais dans le sens où on quitte la vie, on quitte l'instant. On ne peut pas vivre l'instant présent si on est ailleurs que dans l'instant présent. C'est vrai. On est dans une projection, c'est-à-dire qu'on oublie même l'existence de son propre corps. On ne se sent plus respirer, on ne sent plus son cœur battre, on ne sent plus ses pieds sur le sol, on manque de présence avec les gens avec qui l'on parle. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas là. C'est ça. On est physiquement là, mais on n'habite pas l'instant. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on est ailleurs. C'est comme quand on conduit, tu sais, puis tu arrives à destination, et tu te dis « Ah, j'ai pas vu le temps passer. » Ah bah c'est génial, mais t'étais où ? Ouais. À ce moment-là. Qui conduisait la voiture ? Tu vois, ces espèces d'absence-là. On la trouve beaucoup dans l'hypnose. Ouais. On s'en sert justement pour faire de l'hypnose. Mais là, c'est pas du tout ce qu'on cherche. C'est même l'opposé. On veut de la conscience dans sa vie de tous les jours pour être ici et maintenant et savourer l'instant. Ouais. Et moi-même, pour faire un truc, quand je fais plus de routine de méditation et que je suis plus dans cette pleine conscience au quotidien, je sens, je retrouve très rapidement dans mes petites voix dans ma tête, mon mental qui est en train de créer un drama, mais extraordinaire sur mes relations, qui me crée en fait de la misère, quoi, et qui me crée des problèmes, alors qu'en fait, foncièrement, je pourrais les régler beaucoup plus rapidement, et je pourrais bien plus profiter de ma vie si j'étais dans le moment présent, comme tu dis, pleinement là, quoi, pleinement le savourer. C'est exactement ça. Et ce qui n'empêche pas d'être efficace, concret, et même actif. La pleine conscience permet d'agir en âme et conscience, ce qui est tout à fait concret. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas de quelque chose de perché, de bizarre. Non. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le premier étage. Ouais. Voilà. Ça, la pyramide. Pas la pyramide. Les opposés, la dualité, le jugement, l'intellectualisation. J'aime pas. La conceptualisation, le j'aime pas, je suis pas, moi, les autres. Donc on est vraiment dans la dualité et dans le truc de l'ego, qui est l'identification. Je me prends pour quelque chose ou quelqu'un. Bien sûr. Et ce quelque chose ou quelqu'un, il est bien ou il est pas bien, il est assez ou il est pas assez, il est comme il faut ou pas, il a peur parce qu'il cherche à être aussi quelqu'un, et ainsi de suite, tu vois. C'est pas une vie, c'est une vie difficile parce que à ce moment-là, la vie, elle est dangereuse. Soit elle est de mon côté, soit elle ne l'est pas. J'ai la chance que je ne l'ai pas. Enfin, c'est là que naissent les conflits internes. Et qui dit conflit interne dit conflit externe. Ouais. Voilà. Donc, premier étage. Ok. Tout le monde a tout l'univers de l'analyse également, de la réflexion, de la conception, le paradigme également, la vision du monde, les croyances, la philosophie de vie, tout ça est à cet endroit-là. Ok. Je suis très identifié. Très identifié. Très identifié. Deuxième étage de ce triangle, c'est les fonctions automatisées. Là, tout de suite maintenant, on utilise des fonctions comme le battement du cœur, la respiration, la digestion, voilà. Et on s'en occupe pas. Ça se fait de nous-mêmes. L'équilibre, ces fonctions automatisées sont inhérentes au fonctionnement de base. Et dans une pratique qui vise à la pleine conscience, on va automatiser la pleine conscience. On va créer une fonction automatisée de plus, et cette fonction automatisée va être le fait de revenir dans l'instant. On va automatiser ce rappel
cette automatisation à revenir, on va l'automatiser de manière à ce que ce ne soit plus un effort que de revenir dans l'instant à chaque fois qu'on quitte l'instant. Très clair. Très clair? Oui. Super. Et donc, si on arrive à faire ça, on arrive naturellement dans ce troisième partie du triangle qui s'appelle la pleine conscience. Qui commence par un début, je goûte la pleine conscience, je goûte ce que c'est que de vivre dans l'instant, et beaucoup du mal le vivre de manière un petit peu sans faire exprès. Oh, voilà, il y a un beau coucher de soleil, et puis d'un coup d'un seul, tout s'arrête, je suis juste en contemplation, et je me dis, waouh, c'est juste chouette, et tu vois, un moment un peu suspendu. Ça ressemble à de la pleine confiance, et on n'en est pas loin, sauf qu'il y a un jugement qui est en train de dire que c'est beau. Donc, on y est presque. Tu vois, et il n'y a aucun mal à avoir cette voix. À partir du moment où je peux la voir, oui, je peux voir que c'est une voix, donc il y a une partie de moi qui observe cette voix. Okay, et là, oui, si j'observe cette voix et que je ne critique pas cette voix, là, je suis effectivement en pleine conscience. Tu vois, et donc là, on est dans cet univers de pleine conscience, okay, qui monte, jusqu'à arriver à un point. Donc les deux points se transforment en un point. Et à ce moment-là, on peut parler d'union. Union, le grand tout, l'équanimité, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire cet endroit où je peux observer les opposés sans les juger. Si cet endroit-là, et si je peux y rester sans effort, je suis dans le moment présent, sans effort, dans ma vie de tous les jours, c'est ça l'instant présent. Être capable de voir l'ensemble des choses, voir mon monde, voir mes émotions, voir ma vie, voir les autres, en étant capable de voir qu'il y a autant de bien que de pas bien dans chacune des choses, le yin et le yang, le principe des opposés, en observant potentiellement cette voix qui dit que c'est bien ou que c'est pas bien. Elle raconte ce qu'elle veut, elle a le droit d'exister, mais moi je suis encore au-dessus de cette voix, je suis l'observateur de tout ce qui est, de tout ce qui existe, dont la petite voix, dont mes émotions. J'arrête de m'identifier à quelque chose de précis, comme mon ego, le corps, voilà. Je suis autre chose qui est difficilement qualifiable. Voilà, je suis quelque chose de plus grand, on appelle ça la conscience, on appelle ça, mettez le vocabulaire que vous voulez, c'est pas forcément très grave. Mais ce truc observe le reste. Voilà. Dont la petite voix, dont le mental. Très clair. Très clair. Et ça, c'est la pleine conscience. C'est la pleine conscience. Donc si je suis en train de réfléchir, je ne suis pas en pleine conscience. Si je suis en train de dormir, je ne suis pas en pleine conscience. Si je fais de l'hypnose, je ne suis pas en train de faire de la pleine conscience. Ok? Ouais. Voilà. Ok. C'est ça et grâce que je cherche à faire. C'est ça. Et une fois qu'on est dans cette position de la pleine conscience, oui, on atteint donc ce que peut-être vous avez entendu en ligne, quoi. Ça s'appelle l'équanimité. Oui. Qui est que on observe tout, oui, sans juger, oui, et sans émettre de préférence personnelle. C'est ça. Voilà. Et pour ajouter peut-être un truc dans mon expérience personnelle, j'ai vraiment l'impression que, pour répondre à la question, peut-être que voilà, que l'on répond quels sont les bénéfices, j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux versions d'Eliot, quoi. Pour moi, il y a une version qui médite pas et qui est dans le mental. Ouais, plutôt la version d'Eliot qui médite. Elle a, je sais pas, 2 fois plus d'énergie dans chaque instant, et elle est là, ouais, pleinement, et elle a un potentiel d'action, un potentiel d'agir, un potentiel d'interagir qui est bien plus élevé. Elle est plus efficace, plus concentrée au travail, dans la lecture, dans tous les projets qu'elle a, quoi. Plus heureuse, parce que moins dans son drama interne, quoi. Moi, j'ai un drama interne très très fort, où si je médite pas pendant 2 semaines, je vais remettre en question toute ma vie, je vais être en crise existentielle, alors qu'en fait, quand je médite, je vais très bien, quoi, en fait. Et c'est fou. Et j'ai une lucidité, une clarté mentale énorme. Donc voilà, vraiment, si vous avez déjà essayé la méditation, vous savez les bénéfices quasiment immédiats au bout de 2 jours, ou même une... ça va très vite. Et ouais, si vous n'avez pas médité, il faut essayer, quoi. Ouais, puis il y a des bénéfices sur le corps, sur le sommeil, sur la capacité à sortir un petit peu de son drama, comme tu dis, sur la concentration. C'est considérable. C'est considérable. Moi, j'ai lu un livre de Seth Godin, je crois, qui disait c'est de l'ingénierie intérieure. C'est comment, comment tu fais en sorte pour d'être le mieux ingénieur possible pour avoir la vie la plus heureuse possible. Génial. Maintenant qu'on a un peu compris là où on va, quelle est la technique que tu recommanderais et peut-être les étapes de progression sur cette technique pour arriver à cet objectif du sommet du triangle? Il y a un chemin, il y a vraiment un chemin très tracé, pareil, on appelle ça le sentier de Samatha. Il y a 9 étapes très précises par lesquelles passe tout méditant avant d'atteindre le calme mental et la paix intérieure. Cet endroit du haut du triangle dans lequel on peut observer les opposés sans les juger, l'équanimité, quoi. Je vous le montre. Hop, ici, donc le sentier de Samatha.
La première étape de sortie de samatha, c'est un petit peu, voilà, on voit l'illustration d'un moine qui sort d'un monastère, donc il reçoit des enseignements. On lui a expliqué exactement comment il fallait faire, et donc il essaye. Pour faire ce chemin, il a 2 outils, il a un lasso et un couperet. Voilà. Donc il se lance dans la pratique de la méditation, il fait comme nous là maintenant, il s'installe, il s'assoit, et puis il commence à méditer. Il se rend compte que son éléphant, donc son esprit, est distrait par son petit singe, le mental, qui lui dit sans arrêt, t'as des histoires, il parle de plein de choses, il lui raconte des dramas, il s'interroge sur ses projets, sur ce qui est bien, sur ce qui n'est pas bien, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il n'a pas fait, sur la liste de courses, bref, sur tout un tas de choses. Et donc, le moine, pour revenir dans l'instant présent, il utilise son lasso, il lance son lasso et il ramène son esprit dans l'instant et dans son corps. Il s'entraîne tout simplement à faire ça jusqu'à arriver à la 2e étape. La 2e étape qui symbolise, est-ce que je continue cette pratique-là? Est-ce que je continue à méditer? Est-ce que je continue à pratiquer cette pratique qui me fait du bien? Et c'est un petit peu une décision interne, parce qu'on se rend très vite compte que la méditation fonctionne. Mais bizarrement, ça ne fonctionne que si on la fait de manière régulière, de manière récurrente. Et c'est là où le bas blesse pour beaucoup de méditants, c'est que la méditation s'apparente souvent à quelque chose de l'ordre du curatif. Je médite quand je vais mal, et dès que je vais bien, j'arrête de méditer, et je reprends quand je vais bien, tu vois. Et donc, il se passe pas rien, mais on n'arrive jamais à atteindre des sommets, parce qu'il n'y a pas une régularité. C'est un peu comme si on voulait avoir les dents blanches, mais qu'on se brossait les dents qu'une fois de temps en temps. Oui. Quand on pue trop de la bouche, quoi. Et ça fonctionne pas. Donc, cette étape-là nous donne un petit peu ça comme indication. C'est est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on continue pas? Et si on continue pas, c'est n'est pas de mal, mais voilà, c'est une invitation à continuer. Si on continue, on arrive inéluctablement à l'étape 3 et à l'étape 4. On voit quelque chose d'évident sur cette représentation, c'est l'éléphant qui se retourne sur lui-même. On appelle ça de la métacognition. La métacognition, c'est quoi? C'est une aptitude à s'observer soi-même. Donc je commence à me rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur de moi-même. Je commence à voir mes pensées, je commence à voir ce que je me raconte, je commence à voir finalement c'est pourquoi je me prenais avant. Je commence à me reconnaître ma propre identité, je commence à reconnaître un petit peu ce qui m'habite, ce que je me raconte. Je commence à avoir la conscience sur mon univers et je commence à avoir également le poids que je peux avoir. Je commence à avoir une maîtrise, un petit peu d'influence sur ma propre vie parce que je suis capable d'observer ma propre vie. Donc, je continue et je pars de moins en moins loin. Il y a un phénomène de... vous savez, c'est quand on médite, je médite et puis d'un coup d'un seul, je me dis qu'est-ce que je mange ce soir, par exemple, n'importe quoi. Et je me dis qu'est-ce que je mange ce soir? Ah bah oui, parce que j'ai pas fait de course, je vais faire de course, ah bah oui, puis demain c'est dimanche, c'est trop tard pour faire des courses. Bah, du coup, je vais faire ça lundi maintenant. Ah mais lundi, j'ai des invités, il faut absolument que je le fasse avant, comment je vais y prendre? Voilà. Et là, hop, je me rends compte que j'étais parti. Mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'étais en train de réfléchir. Il y a 5 minutes ça là. fait 5 minutes que j'étais en pleine réflexion intellectuelle. Okay. Mais il y a des fois, je le vois pas, ça. Et là, dans cette étape 3 et 4, la différence, c'est que je le vois de plus en plus vite. Je m'assois sur mon poste de méditation, je me dis, qu'est-ce que je mange ce soir? Ah, il y a une pensée. Il y a une pensée, je la vois, je la ramène, je reviens à l'instant. J'ai l'info, je sais qu'il faut que j'aille faire des courses. J'ai pas besoin de réfléchir au fait que je vais faire des courses. Oui, c'est pas le moment pour réviser. C'est pas le moment parce que j'ai dessiné le méditer. Ouais, exactement. Okay. Et si on continue, on arrive à l'étape 5. Et l'étape 5, il y a un gros changement, c'est que le moine passe devant l'éléphant. Pourquoi il passe devant? C'est parce que le lasso devient de plus en plus court. Mon esprit part, je le ramène. Donc, tout à l'heure, on parlait des fonctions automatisées. Oui. Et bien, c'est ça. J'ai automatisé ce rappel. Je le fais tellement vite que mon éléphant, il part plus finalement. Parce que, hop, il est pas parti, qu'il est déjà revenu. Donc, j'ai plus besoin de mon lasso. Puisque j'ai plus besoin de mon lasso, je passe devant l'éléphant. Oui. Cette fois-ci, et c'est là que commence la méditation, cette fois-ci, je peux guetter le raisonnement arriver. Je le vois venir. Je le vois venir parce que j'ai de la lucidité. C'est de plus en plus clair dans mon esprit. Je vois venir et je coupe le raisonnement avant qu'il m'emmène. Okay? Donc je ne pars plus. Et si je ne pars plus, je reste dans l'instant. Et si je reste dans l'instant, je suis dans la pleine conscience. Oui. Tu vois? Donc on commence ici à cette étape 5, le début de la pleine conscience. Donc je savoure, ça commence à être génial. Je passe à l'étape 6 naturellement, j'ai mon couperet toujours à la main, mais je ne l'utilise plus. Parce que ça reste calme. Parce que ça reste calme.
Ok, on appelle ça. Oui, Voilà. cette app-là, elle est pas mal. Encore. Allez, génial. Il y en a une qui est encore mieux parce que celle-ci, elle nécessite encore un petit peu d'effort. Mais il en existe encore une autre qui s'appelle la pacification complète, où il y a encore un gros mouvement. C'est que le moine revient entre le petit singe et l'éléphant. Ce qui veut dire que je ne peux plus être embarqué dans des distractions parce que je m'interpose. Je suis entre les deux. C'est la fin des conceptualisations. C'est la fin des raisonnements intellectuels. Parce que je suis entre les deux. Donc je peux rester dans une pacification tout le temps, dans ma vie de tous les jours, les yeux ouverts, en train de vivre. Parce que jusqu'avant, tant que je suis pas là, ça veut dire que je suis surtout conscient et présent quand je médite. Oui. Et il y a un petit peu un phénomène de... Je suis super présent, comme tu disais. Je suis super présent quand je médite, mais quand je repars dans ma vie de tous les jours, je suis challengé, on me dit des trucs, je réagis, je doute, j'ai peur. C'est quand même un petit peu chaos, tu vois. C'est clair. C'est pas si calme que ça. Alors que cette étape 7 symbolise cette espèce d'assise-là, parce que le mental n'a plus accès à mon esprit. Oui. C'est waouh. Je continue donc, je vois qu'il n'y a plus de flamme de l'effort. Ce qu'on voyait avant ici en rouge, c'était les flammes de l'effort, c'est-à-dire que la méditation demandait une certaine ressource. C'est pour ça aussi que beaucoup de méditants arrêtent, c'est parce que c'est fatigant. C'est fatigant. Tu vois, ça demande... Puis on ne voit pas les résultats, on Voilà. n'a pas la bonne méthode, on ne sait pas où elle est. Exactement, et puis c'est comme toute création de routine, ça demande une mise en route. Ouais. Voilà, c'est comme le sport, pour y aller, il faut avoir un copain de sport qui nous dit « Allez, viens, on va y aller, ça va être cool ». Tout seul, beaucoup de gens font qu'une semaine ou deux, ou un mois, grand max. Voilà. Et donc, si je continue, j'arrive à l'étape 8, l'avant-dernière étape quand même, l'étape 8 dans laquelle le petit singe disparaît carrément du tableau. Voilà, ça disparaît. Ça devient juste calme. Ça a l'état permanent, ça, la vie À l'étape 9. 9. Uniquement, ouais. L'étape 8, c'est un petit peu l'absence d'étiquette. C'est-à-dire que je vois les opposés sans les juger, comme je disais tout à l'heure dans le triangle. J'arrête de mettre, de juger, enfin j'arrête d'étiqueter, j'arrête de comparer, j'arrête en fait de poser des mots sur les choses. C'est comme si je disais, c'est comme si je ressentais que j'avais faim. Avant cette étape, je dis ah oui j'ai faim, j'ai besoin de manger. Tu vois, je mets des mots sur ce que je sens. Mais en vrai, je n'ai pas besoin de mettre des mots, je sais que j'ai faim. Et naturellement, je vais aller manger. J'ai pas besoin de réfléchir pour savoir que j'ai faim. J'ai pas besoin d'une voix qui me confirme que j'ai faim. Oui. Je le sais. Tu vois. Et donc, je me passe de commentaires. Je sens que j'ai faim. Ok. Ça suffit, en fait. J'ai pas besoin de me le dire. Non. Mais c'est ça l'étape 8. Ok. Je vois qu'il fait beau ou qu'il fait moche, j'ai pas besoin de me le dire. Il n'y a plus de commentaires, en fait. Il n'y a plus de commentaires. Ça commande plus, ouais. Ça commande plus. Il n'y a plus d'étiquette. Donc, il n'y a plus de jugement. S'il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de comparaison. S'il n'y a plus de comparaison... Ça doit être une vie tellement bien, quoi. Tellement voluptueuse. Voilà, c'est calme, c'est apaisé. Ouais. Mais tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Moi, je vois bien comme ça doit être savoureux, ça. Et donc, naturellement, j'arrive à l'étape 9, qui s'appelle demeurer dans l'équanimité. Oui. C'est le haut du triangle, qui est une étape qui, on appelle ça une réalisation. Avant, c'est des expériences avec des mouvements. Oui. On vit des expériences, on est dans l'impermanence. Aussi. Chez les bouddhistes, on appelle ça l'impermanence, le samsara. Voilà. Mais cette étape 9, c'est quelque chose qui est irrévocable pour sa vie entière. Voilà. Et les bouddhistes, elles sont formelles, on peut atteindre cette étape 9 dans cette vie-ci, si on pratique la méditation tous les jours. Voilà, comme on se brosse les dents tous les jours. Voilà. Si on décide de le faire, on atteint cette étape-là en utilisant les protocoles qui vont bien, parce que c'est très précis. Hein. Ah ouais, donc à chaque étape, tu as un protocole. À chaque étape, tu as une manière de faire. Ouais. Progressive, évolutive. C'est vrai que moi, c'est ce que j'ai vachement aimé, parce que je médite avec toi depuis, je pense, 10 jours. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé les protocoles que justement tu proposes. Parce que il y a ce truc de d'abord, tu sais où t'en es dans le chemin, à peu près. Et en fonction de là où t'en es, tu nous donnes un protocole. Et ce protocole te permet de mesurer ta progression et te permet d'aller le plus vite possible à l'étape suivante, en fait. C'est ça. Donc du coup, ce truc, quand moi, avant, je méditais juste en suivant, je sais pas, ma respiration ou en suivant mes sensations, je voyais pas de progression. D'un jour à l'autre, il y avait un jour c'était bien, l'autre c'était mauvais, mais c'était un peu désespérant. On sait pas où on en est. On sait pas où on en est. Alors que là, en fait, je vois une progression très rapide. Et ça me donne confiance, tu vois, de me dire, il y a des gens qui l'ont foulé ce chemin. Exactement. Il y a des gens qui sont passés par là, on sait que ça marche, on sait quoi faire, comment le faire, pourquoi le faire. Et comme c'est quelque chose qui est hostile, on sait aussi ce qui nous attend
on connaît les pièges Ouais. déjà. Je n'en ai pas parlé, mais par exemple, il y a un des pièges qui s'appelle le petit lièvre qui se trouve sur le dos de l'éléphant, qui a une sensation de paix, vraiment une impression d'état fuite, sauf que c'est une sensation qui coupe. En fait, c'est un petit peu comme si on était dans un brouillard. À l'intérieur de ce brouillard, c'est très calme, c'est très paisible, il n'y a plus de pensée, donc ça donne vraiment l'impression d'être à l'étape 8 ou à l'étape 9. Mais au-delà de ce brouillard, en fait, c'est un petit peu comme une bulle, en fait, ce qui nous isole du monde extérieur. C'est pour ça que la méditation, elle est souvent agréable, parce que les gens s'isolent, se coupent de la réalité, ferment les yeux, clair. ils s'en vont dans des voyages extraordinaires. Oui. C'est génial, mais c'est pas de la pleine conscience. C'est un voyage, astral, c'est une expansion de conscience. Puis dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce qui reste après? Et dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui reste après? Parce que tu es obligé de revenir de ce voyage. Bon, c'était pas inutile. Oui, mais on veut que ce voyage soit tout le temps. Mais non, mais c'est clair, il y a des gens, je les vois, ils ont médité depuis 30 ans. Ouais. Dans leur vie de tous les jours, ils sont speed, ce que tu veux, quoi. Ils ont des réactions, ils jugent tout, quoi. Voilà. Et c'est d'ailleurs souvent ce qu'on se voit, c'est pour ça que les gens me contactent, c'est qu'ils méditent depuis longtemps, ils sont capables de vivre des moments dingues, mais concrètement, dans leur vie de tous les jours, ils réagissent, ils s'inquiètent. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est tendu. Et en même temps, quand ils méditent, c'est génial. Ouais. Voilà, donc il n'y a pas d'export. Je vois ce que tu Ils n'arrivent pas à exporter ce qu'ils vivent dans la vie de tous les jours. Ouais. Et c'est normal, puisque exporter la pratique, Ça arrive loin, hein. c'est l'étape 7. Oui. Ce qui est quand même un parcours bien avancé, même si c'est très savoureux avant. C'est l'étape 7 dans laquelle on emmène avec soi l'état méditatif. Donc on devient méditant sans méditer. Enfin, je veux dire, c'est une autre nature. Oui. Tu vois. C'est pour ça qu'on appelle ça l'éveil, puis c'est déjà permanent, quoi. Voilà, Ouais. exactement. Et c'est l'étape de la réalisation, qui est l'étape 9. C'est complètement accessible. Il suffit de suivre le protocole. Il est génial. Il suffit de suivre le protocole. Après, il y a un autre chemin qui s'appelle l'Aktong chez les bouddhistes et Vipassana chez les hindouistes, qui est encore au-delà, au-delà. Mais c'est pas une étape accessible tant qu'il n'y a pas la stabilisation. Puisque on se souvient qu'avant l'étape 5, on est en train de s'entraîner. Avec le lasso. Avec le lasso, on s'entraîne en fait. Avant la méditation, il y a l'entraînement au calme mental. Oui. Une fois que mon mental est calme, j'accède à la pleine conscience. Ah, ça s'appelle l'entraînement au calme mental, ok. L'entraînement au calme mental. Ok. Ouais, Shiné, c'est l'entraînement. Shiné, ça s'appelle Shiné, ça. Ou Samatha, chez les bouddhistes. C'est de l'entraînement au calme mental. On commence la méditation réellement à partir de l'étape 5. Ok. Puisqu'on quitte le raisonnement intellectuel. Très clair. Donc on est dans l'instant. Et cet instant-là, c'est la pleine conscience. Mais tant que quelque chose nous emmène ailleurs, on n'est pas dans l'instant. On est ailleurs. Ouais, c'est clair. On est dans le passé, dans le futur, dans de la projection, dans de la domination, dans de l'inquiétude, dans des considérations égotiques, dans des jugements, dans des perceptions erronées, ailleurs que là, quoi. Oui. Parce que ici, il n'y a pas de problème. Ici, il n'y a pas tout ce bruit. C'est vrai. J'avais fait une vidéo sur le pouvoir du moment présent et j'avais dit ça dans la vidéo, ouais. Et les gens comprenaient pas, ils étaient là, non mais, je veux dire, tu peux pas dire ça, il y a des problèmes. Je veux dire, moi j'ai un problème. Et c'est pas faux. Oui, pas faux. C'est un point de vue relatif. Le point de vue absolu observe le problème. Mais c'est pas un problème, c'est un fait. Oui. Et je le juge étant un problème. Oui. Le jour où j'arrête de le juger, c'est plus un problème. Non. C'est un fait. Exactement. Et ce fait se résout. Et ce fait, on peut aller beaucoup plus loin, sans vouloir choquer personne. Ce fait a autant d'avantages que d'inconvénients. Mais je vois à ce moment-là pas l'avantage. Voilà. Une relation amoureuse, par exemple, parce que c'est typique, mon amoureuse me quitte. Ok ? Ça peut être un drame, on est d'accord. Oui. Okay. Et ça peut aussi être génial. Il y a beaucoup de gens qui témoignent, qui disent « Ah là là, je suis enfin délivré, j'en avais marre. Oh, c'est mieux comme ça. » Tu vois, on a vraiment... Un fait peut avoir deux réalités. Oui. En fonction de celui qui voit. Tu vois ? Mais si celui qui voit est plus polarisé, oui. Si celui qui voit n'a plus de jugement interne, il voit le fait, et ce fait, c'est du yin et du yang, ce fait a autant d'avantages que d'inconvénients. Il n'est ni bon ni mauvais. Il est. Ok. Et qu'est-ce que je fais de ce fait, du coup ? Ouais. Qu'est-ce que j'en fais de ce fait ? Eh ben, je le fais, d'abord je l'aime, ce fait. Je l'aime, je l'apprécie tel qu'il est. Okay, c'est ça l'amour, l'acceptation des opposés sans les juger. C'est ça l'amour inconditionnel, voilà, le fameux que tout le monde cherche. Il faut être capable d'être en pleine conscience pour être dans l'amour inconditionnel. Ce qui donne la solution à tous les gens qui veulent être dans l'amour. Voilà.
Et ce fait, bah voilà, je fais quoi? Bah, peut-être qu'il y en a en fait d'ailleurs. Ce pensée, je peux l'apprécier tel qu'il est, je peux l'utiliser pour grandir, pour apprendre. Ça s'appelle l'effet miroir. Qu'est-ce que cette culture m'apporte? Comment je peux grandir en fonction de ce qui est en train de m'arriver? Alors, comment je peux aimer les gens même si ils vont plus dans nos sens? Comment je peux aimer l'autre même si c'est sans moi? C'est ça l'amour, sois heureuse mon amour même si c'est sans moi, sois heureux mon chéri même si c'est sans moi. Enfin, Ouais. tu vois, et on arrive sur une dimension de paix. L'ingénierie intérieure. L'ingénierie intérieure. Génial. Ça va, c'est clair ça? Oui, c'était clair. En tout cas, pour moi, c'était clair. Ok. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est pas clair. Ouais. Alors, ok, merci pour la présentation de ce sentier et les méthodes qui vont avec. Avec plaisir. Voilà. Alors, bon, tu nous as dit que c'était, en tout cas les bouddhistes le disaient, et dans ton expérience aussi, tout le monde, ça marche pour tout le monde. Tout le monde. Mais je suppose qu'il y a quand même des ingrédients clés à la réussite de ce sentier. Quels sont-ils? Le premier, c'est une évidence. Alors oui, ça fonctionne pour tout le monde. Pourquoi ça fonctionne pour tout le monde? Parce que tout le monde est équipé d'un cerveau. Et tout le monde est donc équipé de neurones, de connexions neuronales. Et donc tout le monde peut faire appel à la plasticité cérébrale, à cette nouvelle création d'habitudes dans laquelle je ramène mon esprit. Donc tant que vous avez des neurones, la méditation fonctionnera. Voilà, c'est inéluctable, c'est pour tout le monde. Il y a eu des recherches scientifiques par centaines, peut-être par milliers, sur ce fonctionnement de l'esprit. Donc ça, c'est une certitude, ça marchera pour tout le monde. Dans la mesure où, c'est la première réponse à ta question, c'est quoi les ingrédients? C'est la routine. Ouais. Il se passera Ça pas en un jour, quoi. ça sera pas en un jour, et il se passera rien si vous le faites que de temps en temps. Voilà. C'est comme le sport, je pourrais pas transformer mon corps si je vais à la salle de sport une fois tous les 15 jours. Ça me fera pas de mal, ce sera toujours ça, mais Faut la routine. Mais oui, je dépasserai jamais l'étape numéro 2, puisque l'étape numéro 2, c'est décider de méditer. Oui. Donc tant que je passe pas à l'étape numéro 2, ben, j'accède jamais au reste, donc la pleine conscience ne sera pas accessible, point. Mais d'autant que si tu restes à l'étape 1, à chaque fois que tu médites, t'as énormément de flammes, de l'effort. Ah oui. Alors qu'après, il y a moins de flammes. Après, il n'y en a plus, une expérience. Ça devient bon et savoureux. Et d'ailleurs, ça se voit chez les sportifs. Le sportif, il ne se demande pas s'il va au sport. Il a fait ses baskets, il a envie d'y aller, parce qu'il sait à l'avance le bien que ça lui fait. Oui. Et il ne se pose plus la question, c'est devenu automatique. Oui. Ça lui fait du bien, donc il continue. Et plus il continue, plus il a des résultats, plus il a des résultats, plus il est motivé, plus il est motivé, plus il y retourne, plus il retourne, plus il a des résultats. Absolument. Une boucle virtueuse, c'est très simple. La méditation, c'est exactement la même chose. Mais exactement la même chose. Ça peut être coûteux au départ, certes, mais ce coût ne dure pas longtemps. Et ce coût vaut... ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est une expérience de vie sur Terre qui est vraiment différente. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est juste pas la même vie. Ok. Donc, étape 1, c'est la routine, c'est absolument... c'est absolument complètement indispensable. L'étape numéro 2, c'est de savoir ce qui se passe. Il faut comprendre. Il faut comprendre ce qui se passe. On appelle ça la métacognition. J'ai besoin de savoir où j'en suis pour pouvoir savoir quoi faire, pour savoir comment faire, pour pouvoir le faire pendant un certain temps, pour pouvoir avoir un retour d'expérience sur ce que je viens de vivre, pour pouvoir m'adapter, m'ajuster. Il faut un feedback, en fait. Ça, c'est pas n'importe comment. C'est pas, je ferme mes yeux, j'attends que ça se passe et puis je verrai. Oui. C'est pas du tout ça. C'est très professionnel, en fait, la méditation. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une structure. Et si je suis la structure, d'abord, c'est cool parce que c'est quand même bien de savoir où on met les pieds, quoi. Très rassurant, c'est très sécurisant. Oui. Je sais que j'ai la certitude absolue. Avec les bonnes méthodes, tu vas plus vite, quoi. En plus, je vais bien plus vite, exactement. J'ai un entraînement personnalisé, j'ai un plan détaillé, une roadmap, comme toi tu dis, sur là où je vais. Waouh, quoi. Ouais. Et puis je peux débriefer. Enfin, tu vois, dans le club Samatar, les gens ils me débriefent, ils me disent ce qu'ils vivent. Du coup, je leur dis, ok, tu vis ça, c'est très très bien. Parce que souvent, ils me disent, ça marche pas. Ou j'y arrivais, j'y arrive plus. Et ça, c'est normal. Réussir et avoir cette sensation de ne pas y arriver, elle est systématique. Si je m'arrête là, c'est con, parce que j'étais en train de réussir. C'est clair. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est le feedback, le retour sur expérience, l'essai-erreur. Avoir un plan, c'est comme avoir un GPS sur sa voiture qui lui guide, tu vois. C'est dans ça. Ça, c'est la deuxième étape. C'est avoir une structure. C'est très organisé, la méditation. Ok. Il n'y a pas de surprise. Deuxième étape. Deuxième étape. Troisième étape, c'est prendre en considération tout l'humain. Il y a un phénomène, on appelle ça l'iceberg. Tu vois un iceberg, il y a 20% qui émergent
au-dessus de l'eau et il y a 80% en dessous. Okay. Clairement, ce qui est en dessous de l'eau chez un humain, c'est son inconscient. Okay. Et au-dessus, c'est tout ce qu'il peut voir. Mais on sait qu'un humain est composé de 80% d'inconscient. C'est ce qui le rend irrationnel. C'est pour ça qu'un humain fait des choses, des fois, on se demande qu'est-ce qui lui prend par la tête. C'est clair. Eh ben, ce qui lui prend par la tête, c'est qu'il est régi par son inconscient. Et que son inconscient fait de lui une personne irrationnelle. Ça échappe à son conscient, qu'il est 20%. Okay. Donc, un humain, c'est un truc inconscient, qui fait des trucs qu'il ne sait pas trop pourquoi. Il fait des trucs parce qu'il est motivé par quelque chose qu'il ne sait pas lui-même. On appelle ça un conditionnement. Okay. Qui est issu d'une éducation, d'un environnement, d'une influence. Bref, un humain, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et ce qu'il a, c'est un inconscient qui est rempli par une éducation, ou même peut-être avant de s'incarner, pour ceux qui croient à l'incarnation. On appelle ça le karma, du coup. Donc on est là avec cette impression de guider notre vie, mais pas du tout, c'est notre inconscient. Pourquoi on est en réaction face à quelque chose et pas face à quelque chose? Parce qu'il y a de l'inconscient. Cet inconscient, il est chargé. Quand on médite, on décharge. On fait fondre l'iceberg. Wow. Ouais. Mais faire fondre l'iceberg, ça implique quoi? Ça implique de gérer l'inconscient qui remonte. Ouais. Et gérer un inconscient qui remonte, c'est quoi? C'est gérer des sorties de zone de confort, donc des peurs, des croyances, des visions du monde, des émotions. Il y a tout ça. C'est ça. C'est ça qui est dans l'inconscient d'un humain. Oui. Tu vois? Donc l'humain, il veut juste méditer pour être en paix. Ok? Sauf que être en paix, c'est faire la paix avec tout ça. Mais tout ça, c'est pas en paix. Parce que tout ça, c'est chargé. C'est plein d'a priori, c'est plein d'idées reçues, c'est plein de conditionnements, c'est plein de peurs. Ok? Donc, à ce moment-là précis, le méditant, il a besoin d'outils. Oui. Très concrets, très tangibles sur comment on gère l'inconscient. Oui, il peut traiter ça. Et comment on gère l'inconscient? Avec du développement personnel, avec de la gestion émotionnelle. Et c'est là qu'intervient l'univers du coaching, l'univers de la gestion émotionnelle, pour pouvoir traiter toutes ces remontées d'inconscient. Parce que si on ne les traite pas, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis ça marche pas. Depuis que je médite, j'ai plein d'émotions. Ah oui, tu fais fondre ton iceberg, c'est génial. Oui. Ah oui, mais je fais quoi avec ça? C'est le bazar, j'ai peur. Et le méditant, il arrête. Oui. Alors qu'il était en pleine croissance. Et c'est là où il faut le coaching. C'est là où il faut le coaching. Si tu ne t'es pas coaché, à ce moment-là, une sortie de zone de confort, ça fait peur à tous les humains, et c'est normal, c'est rationnel. Ok. Donc un humain préfère rester dans une zone de confort, même si c'est inconfortable à terme, tout le monde connaît l'histoire. Hein. On sait que les zones de confort, ça devient inconfortable. Mais on y reste parce que c'est connu. Parce qu'au moins, on est malheureux, oui, mais on sait pourquoi. Donc, comme ça, au moins, on met des mots sur ce qu'on vit. Et puis, on se débrouille. Et puis, je sais pas si je peux le dire, mais ça justifie une posture. C'est-à-dire que si ma vie est dure, je peux la justifier. Bah oui, mais tu comprends, moi, j'ai eu des parents qui m'ont pas aimé. Donc, du coup, ça a été dur. Puis après, j'ai eu des amis, ils étaient pas sympas. Donc aujourd'hui, bah oui, je me méfie de tout. Et puis ma vie, elle est compliquée, mais c'est parce qu'il m'est arrivé tout ça. Ah oui, mais quand tu dis ça, tu renforces ton identité. C'est clair. Et c'est pas ce qu'on cherche. Non. On cherche à dissoudre l'identité pour pouvoir observer l'identité. Ok. Ouais, donc, mais tout ça se fait avec des outils de coaching. Parce que sinon, la méditation, c'est trop long, en fait. Ça met trop de temps. À l'époque, les moines bouddhistes, ils passaient leur vie entière à méditer. Nous, on ne peut pas faire ça. Donc nous, on a des accélérateurs, ça s'appelle le développement personnel, ça s'appelle la gestion des émotions. Et si on utilise ces outils pour grandir, ça va à une vitesse folle. Et la méditation comme base, pour faire monter la conscience, et le développement personnel et la gestion des émotions, pour gérer toute la fonte de la vie. Oui, c'est ça. Voilà. Okay. Voilà. Et si on cumule ça, la méditation plus les outils de développement personnel, ça va à une vitesse folle. C'est ça. Le nombre de gens que je côtoie qui méditent depuis des années et qui pour autant n'ont pas de résultats, c'est incroyable. Et pourquoi? Parce qu'ils ne font pas de développement personnel. Oui. Et en plus, ils se prennent pour des gens qui méditent. Donc, il y a l'identité de... Moi, je veux spirituel. Parce que un peu l'ego spirituel, voilà, c'est ça. Je me prends pour quelqu'un qui médite, donc je suis calme, je suis serein. Et du coup, ils sont durs avec eux-mêmes dès qu'ils sont plus calmes et sereins. Ouais, c'est vrai. Du coup, ils culpabilisent. Tu vois, et cette culpabilité, ils la traitent même pas, parce qu'ils savent pas comment on traite la culpabilité. Il faut allier ça aux outils. Il faut allier ça aux outils. Ouais. Et tu me disais aussi que si, dans notre monde moderne, ok, à l'époque, les bouddhistes, ils pouvaient peut-être passer des milliers d'heures à laisser les trucs se traiter eux-mêmes, etc., pour finalement aller au bout du sentier. Mais nous, aujourd'hui, dans notre vie contemporaine, on n'a pas le temps, en fait, de faire ça. Non. Et si on n'a pas le coaching, on n'ira jamais au bout du sentier, quoi. Non. Ok. Ouais.
Non. Donc, Dans une vie qui est trop mouvementée, on est sollicité en permanence par ce mental qui vient nous chercher et qui nous met des problèmes. Et la vie est une résolution de problèmes permanente. ouais, Et donc, tout ça s'arrête quand on est capable d'observer cette impermanence. Mais pour pouvoir observer cette impermanence, il nous faut des outils au préalable. Et ouais, c'est comme ça que ça se passe bien. Il suffit de le savoir, en fait. absolument. Ouais. C'est le troisième outil. C'est le troisième outil, ouais. Et le quatrième, c'est d'être entouré. Oui, c'est vrai. C'est l'environnement, en fait. Tout seul dans son coin à méditer, ça marche une fois, 2 fois, 5 fois. Je veux dire, on a tous acheté des programmes de méditation pour méditer. C'est bon. Petit bambou. Voilà, c'est génial, on le fait pendant une semaine. Allez, on le fait pendant 15 jours au grand max. À un moment donné, ça nous saoule, on loupe une séance, 2 séances. La troisième, on n'y retourne plus. Et puis, comme on n'a pas vu le résultat concret, bon, on se dit que ça marche pas. Voilà, on laisse tomber. 5 jours plus tard. Voilà, ou alors on le fait que quand ça va mal, du coup c'est du curatif. C'est comme la salle de sport, quoi. La résolution de janvier, ouais, je vais aller à la salle de sport, ouais, tu vas un mois, et puis ça s'arrête. C'est clair. Et puis en plus, si vous n'êtes pas dans un environnement clément, autrement dit, si vous êtes la seule personne de votre foyer ou de votre environnement proche à méditer, il y a un phénomène de... On va prendre pour quelqu'un de bizarre. Ça dépend, hein. Oui, c'est vrai, on est L'environnement, stigmatisé, ouais. c'est un peu stigmatisé. Oui, Et du coup, il vous faut en plus affronter le regard des autres. oui. Alors que quand on est dans un environnement comme celui-ci, où tout le monde fait la même chose, et ça paraît évident pour tout le monde, c'est plus un problème de méditer et d'installer une routine, puisque c'est la norme. C'est la norme. Oui, c'est la norme. C'est la norme. C'est la norme dans un groupe de ça. Voilà. Et si vous êtes dans un environnement où c'est pas la norme, il faut installer cette norme. Et comme vous êtes la somme des 6 personnes que vous côtoyez le plus, observez simplement si les gens autour de vous méditent. Et s'ils ne le font pas, ça vous fait un obstacle de plus. D'où le fait de rejoindre un groupe qui médite déjà vite, Absolument. dans lequel vous êtes compris, écouté, entendu, considéré, en tant que méditant. Et justement, ça me fait un tremplin génial. Parce que je suis super content aujourd'hui en réalité de faire cette vidéo. Parce qu'en plus de cette interview, je pense qu'il a apporté pas mal de valeur. Tu vas accepter, Maxime, Oui. d'animer un groupe de méditation. Oui. En réalité, que tu animes déjà, Oui. mais de l'animer également pour Atomique et la communauté. Oui. Voilà, c'est le club de méditation, Atomique Méditation. Et on va le présenter maintenant. Ouais. Carrément. Et ce que je trouve super précieux, en fait, pourquoi je suis excité, c'est parce que j'ai vu ce type de groupe nulle part ailleurs. Dans le sens où, oui, moi j'ai déjà été dans des groupes de méditation, ouais, j'ai essayé d'en créer un. Mais c'est un truc un peu amateur. C'est-à-dire qu'on va juste se rejoindre en Zoom tous les matins, mais il n'y a rien de ce qu'on vient d'expliquer, quoi. Non. Alors que là, c'est professionnel. Ouais, c'est vrai. Il y a tout. C'est-à-dire que, bon, on va l'expliquer, mais il y a du coaching, il y a la méditation. Et en vrai, si ça marche pas, c'est que vraiment, je sais pas, l'univers veut pas, quoi, pas dans cette vie. Non, ça peut pas ne pas marcher. Ça ne peut pas ne pas marcher. Non, en fait, ça marche. Ça marche. En fait, il y a des résultats pour tout le monde. Hein. C'est vrai, tous les membres, Tous, il y en a. Mais justement, alors, est-ce que tu peux nous présenter qu'est-ce qui est contenu dans ce club? Comme le plus important, c'est la routine, il y a ce fameux rendez-vous quotidien. Donc, pour faire un rendez-vous quotidien, il faut bien sûr un support. Ça peut être un Zoom, ça peut être un Google Meet, ça peut être n'importe quoi, mais il faut un endroit. Donc, nous, on utilise un Zoom. Ça évolue, mais pour le moment, c'est un Zoom permanent. Il est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc quels que soient vos créneaux horaires, vos disponibilités. Ça peut être la nuit, si vous êtes au Québec ou en Thaïlande, c'est pareil. Il y a un Zoom. Et on crée des rendez-vous. Parce que c'est ça, la force du truc. C'est là le petit détail qui fait toute la différence. C'est comme nous, ce qu'on fait ensemble. Je dis à Elliot, on se consulte. À quelle heure on médite demain? On médite à 8 heures, on médite à 9 heures. Et donc, on a rendez-vous. Et donc, moi, je compte sur Elliot compte sur moi. Et le fait d'avoir une dynamique commune, on loupe pas le créneau, en fait. Voilà. Et puis, on dit aux gens qui nous entourent, c'est à telle heure. Et ils nous rejoignent en plus. Moi, je dis à ma communauté, je leur envoie un petit message la veille. Le gourou médite à l'heure. Voilà, je dis, moi, je serai là de telle heure à telle heure. Rejoignez-moi, ce sera chouette. Et donc, on amplifie comme ça le... Mais il n'y a pas un horaire fixe dans la journée. Mais il n'y a pas un horaire fixe dans la journée. Les gens s'envoient des messages, moi je méditerai à 11h et je bosse. Voilà. Et pour simplifier ça aussi, pour pas saturer le Messenger ou la discussion instantanée qu'on a, il y a un planning, en fait, ça s'appelle les copains de méditation, c'est comme un pote de sport. Tu préviens ton pote de sport et tu sais que tu vas rejoindre ton pote de sport à la salle à 16h tous les jours. Voilà. On va aller faire les biceps, les triceps ou le cours des body pump. Voilà. Donc,
tu t'as prévenu ton pote, ça veut dire, on a un rendez-vous. Absolument. Et donc, il y a un tableau qui s'appelle les copains de méditation, et chacun met son créneau, et du coup, tout le monde sait qui sera là et à quelle heure, et du coup, on se retrouve. On se retrouve et on se regroupe et on est là ensemble. Génial. Donc, Voilà. ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est le premier point. C'est la routine, la création de routine. Voilà. Le deuxième point fondamental, c'est, je vous l'ai dit, il faut qu'on sache où on en est. Où on en est et où on va. Donc, la méthode. Donc la méthode, la structure, la méthode. Voilà. Et les étapes. Donc ça s'appelle les trainings méditatifs. Entraînement à la méditation. C'est une fois par semaine. On prend un grand créneau de 3 heures. De 17h à 20h. Un coup c'est le dimanche, un coup c'est le jeudi. Bon. On se retrouve. Donc vous pouvez venir à 17h ou à 18h ou à 19h. Ou de 17 à 18 ou de 18 à 20. Voilà. Peu importe, voilà, l'important c'est que vous soyez là. Et puis là, on fait le point. On fait le point. Salut, comment tu vas? Alors, Elliot, t'en es où? Comment ça s'est passé ta semaine de méditation? Mon mental, il m'en est partout. Voilà, ok, donc t'as fait beaucoup de rappels. Bah oui, j'ai fait beaucoup de rappels. Bravo, Elliot, parce que si tu fais des rappels, c'est que t'es en train de t'entraîner à faire des rappels. Et l'entraînement, c'est fondamental. C'est l'entraînement qui va te permettre d'accéder à l'étape 5. Donc, continue comme ça. Donc, du coup, j'ai peut-être plus te donner une méthode qui va servir à ça, plutôt... Voilà. Oui, j'entendais comment tu le fais. Tu dis, toi, tu vas faire le 5x4, toi, tu vas faire le Voilà. 5x7, toi, Voilà. toi, tu vas passer à cette méthode-là. Voilà. Ouais. Voilà. De la personnalisation. Personnalisation. La personnalisation. Parce que chacun évolue à un rythme différent, c'est évident. Hein. Et puis peut-être que vous avez déjà médité depuis des années, donc peut-être que ça se trouve, vous êtes déjà avancé, il vous faut juste une structure pour être certain de continuer à avancer efficacement. Ou peut-être que vous êtes un parfait débutant, et dans ces cas-là, voilà, on va s'y prendre autrement. Donc c'est vraiment de la personnalisation. Et donc, débrief, médite, parce qu'on médite ensemble. Parce que c'est le moment où on est tous ensemble. Il y a tout le club. Donc le club atomique. Il y aura tout le monde d'un coup. Et là, il se passe un truc en plus, c'est très subtil mais très flagrant, c'est la dynamique collective. Ouais. Quand on est ensemble, la pratique, elle est différente, la concentration est différente, je sais pas, il y a un truc qui se Je passe suis d'accord. en groupe, ça ne se passe pas en solo. Et ça change tout. Oui. Voilà. Donc en Zoom permanent, on n'est déjà pas tout seul, c'est déjà cool. Mais dans les trainings, on est encore plus nombreux. Ouais. Et à terme, on sera des milliers. Oui. Et waouh, quoi. Là, il y a vraiment quelque chose de ouf. Donc ça, c'est les trainings, c'est la deuxième étape du club. Oui. La troisième étape, je vous l'ai dit, l'iceberg fondra. Donc le coaching. Donc le coaching. Voilà. Donc là, c'était pas inclus. À la base, c'était pas inclus dans le club Samatha. Oui. Mais ça a été évident parce que j'avais deux groupes à l'époque. J'avais 2 clubs. J'avais le club Samatha et le club Happy Box. Donc l'Happy Zen et l'Happy Box. Et dans l'Happy Box, je coachais, je faisais que du coaching. Et dans le coaching, il y avait de la méditation, mais c'était un plus la méditation. Et après, j'ai créé le club Samatha où il y avait que le club Samatha, que de la méditation. Et puis très vite, l'iceberg a fondu pour tout le monde. Et tu les coachais, quoi, les gens? Tu pouvais pas les laisser comme ça? Je pouvais pas les laisser comme ça, bien évidemment. Et il me disait, ouais, mais moi j'ai des émotions qui remontent, et puis moi j'ai peur, et puis moi je vis ça, et puis moi je vis ça. Et là, c'est évident que c'était pas de la méditation qu'il leur fallait. Il fallait du coaching. La gestion émotionnelle et du coaching. Et donc j'ai dit, ok, faisons du coaching. Et donc il y a une séance de coaching tous les mois. Tous les mois, il y a une séance de coaching. Peut-être qu'il y en aura plus s'il faut, si on est plus nombreux, quoi. Hein. Mais il y a du coaching. Et donc, revenez avec votre problématique. On la règle, vous partez sans, parce que là, c'est du mode coaching. Donc là, je change de casquette. Je passe d'enseignant à la méditation à coach, parce que je vous l'ai pas dit, mais coach, hypnothérapeute, thérapeute. J'ai beaucoup de formations. Je suis même animateur d'ateliers philosophiques pour les enfants. Vraiment beaucoup, ouais. Je sais pas quelle formation j'ai pas faite en développement personnel. J'ai même eu des enseignements spirituels. Il y a eu beaucoup plus des années de thérapie personnelle. Parce que je me fais accompagner depuis 2008. Ouais. Je sais pas si tu vois, ça fait quand même un paquet de temps. Ça fait plus de 15 ans de développement personnel à mon actif. Donc ça, de la casquette. Donc je change la casquette, hop, j'accompagne, je vous coach, je vous décoince, je vous débloque, ça s'appelle des sessions de déblocage. C'est une fois par mois, c'est tous les premiers mardis de chaque mois, de 18h à 20h, bam, voilà. On fait le point, on débrief, on avance, on résout les problèmes, comme ça vous pouvez repartir pour méditer efficacement. La dernière étape, il y en a encore d'autres, mais c'est plus des bonus que j'ai venu, voilà. Et la dernière étape du club initialement, c'est tout l'aspect communautaire, justement. Oui. On est plus qu'une communauté, finalement, c'est un peu comme des amis. C'est un peu comme une famille, c'est des amis spirituels, c'est peut-être les amis qui vous manquent, finalement, pour pouvoir vous appuyer sur eux, pouvoir vous confier, pouvoir être à l'aise. C'est un endroit extraordinaire
dans laquelle vous pouvez être vous-même en étant pleinement accueilli, accepté, non jugé et en plus compris. Et ça, dans la vie d'un humain, c'est hyper précieux. C'est tellement rare, ouais. Tellement rare. Surtout pour la méditation, quoi. Surtout pour la méditation. Ouais. C'est clair. Donc là, voilà, vous serez entouré, vous serez compris, vous serez soutenu. Et comme on se rencontre à peu près 4 fois par an, ça fait aussi partie du club, d'ailleurs. Et ces gens-là, on peut les voir en vrai, on peut se faire des hugs, on peut se regarder dans les yeux et on fait des belles rencontres, en fait. Hein. Il y a des vraies rencontres d'âme qui s'opèrent, qui se créent. Il y a une dimension de cœur qui s'ouvre. C'est vraiment pareil, hein, ça se dit plus que ça ne se raconte. Les retraites méditatives qu'on organise, elles sont belles, quoi. Elles sont belles dans le sens profond, vrai, sincère. Je crois que je ne me suis jamais connecté de manière aussi authentique avec les humains que depuis que je vis des retraites régulières. C'est pas une retraite, j'imagine que vous avez fait des stages de développement personnel, hein. Tu vis un super moment, c'est génial, ils fassent des belles connexions, et puis chacun retourne un petit peu dans sa vie, Oui, mais alors que là, non, t'es avec des gens. Alors que là, ouais, ça continue. Ouais. On fait des retraites, on se retrouve dans le Zoom, on continue notre routine, on est sur un plateau, on retourne en retraite, on vit des hop, des hop comme ça, là, et hop, on assoit ce hop, puis on revit des expériences. C'est vraiment quelque chose de consolidant. Ouais. Et voilà, en plus de ce côté amour, donc voilà, c'est cette communauté qu'on peut retrouver en Zoom ou qu'on peut retrouver carrément en vrai dans les retraites de méditation. Elles sont gratuites, ces retraites de méditation. Hein. Ouais. Et elles sont 4 fois par an, tous les trimestres, en gros. Voilà. Donc ça, c'est la base, la structure du club Samatha. Et puis pour le reste, les bonus, etc., peut-être qu'on les mettrait sur la page. Oui, aux présentations du club Méditation Atomy. Oui, voilà, soit il sera sous la vidéo, soit vous êtes déjà sur la page. Voilà, il y aura des formations en plus pour aller plus loin, des outils spécifiques sur la gestion émotionnelle. En gros, tout ce qui est nécessaire à un humain pour qu'il évolue avec le moins de friction possible, le plus rapidement possible. Voilà. J'ai vraiment à cœur de donner tout ce qu'il faut et de faire tout le nécessaire pour que les gens évoluent. C'est ça, j'ai génial avec ce programme, en fait, c'est que c'est un programme où tu as un succès qui est quasiment assuré, quoi. Et moi, je suis un grand fan de l'approche intégrale de Ken Wilber, et c'est peut-être le programme de développement personnel en France qui est le plus intégral, justement. Parce que tu n'es pas seulement dans ce qu'on appellerait le beau, c'est un truc spirituel, d'évolution, etc. Tu n'es pas seulement dans un truc de mécanisme, de la structure égotique, mais c'est un tout, en fait. C'est un tout. Et donc effectivement, l'échec est vraiment... peu là, quoi. Et puis c'est pas arrivé qu'il n'y a pas une seule personne qui est restée à un seul endroit. Ouais. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. D'abord parce que la méditation a fait ses preuves, il y a des centaines d'études qui valident que ça fait grandir. Les expériences les plus empiriques au monde, en fait. Il y a des milliers de personnes qui ont suivi ce chemin et qui... Exactement. C'est vrai. Et puis en plus, associé à du coaching, une communauté soutenante, et il y a une constance et une régularité, c'est le combo gagnant. C'est ton bébé. Ah, vraiment. Si vous venez, vous aurez des résultats, c'est une certitude. Bon, maintenant vous vous demanderez très certainement quel est le prix de ce club. Eh bien, on a décidé de fixer le prix du programme à 99 € par mois. Et il y a une subtilité, c'est que on a décidé d'obliger un engagement sur 6 mois pour se lancer dans l'aventure. Pourquoi ? Parce qu'on veut que dans le groupe, il y ait que des gens qui ont réellement fait le choix de s'investir sur ce chemin de Samatha et qui veulent y aller. Et surtout qui veulent se laisser la chance d'obtenir les résultats et d'avancer dans les étapes, quoi. 1 mois, 2 semaines, bon, ça sert à rien. Pas qu'il n'y a pas de résultats, mais ce ne sera pas les mêmes. C'est ça. Et donc, comme c'est un groupe professionnel et sérieux, on a fait ce système-là. Donc voilà, pour le prix du programme, si vous pensez que c'est trop cher pour vous, 2 choses. La première, c'est qu'on fait souvent des réductions. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo au moment de son lancement, il y a une promotion actuellement. Donc allez voir dans la description, tout sera indiqué. Et puis sinon, on en fait régulièrement. Donc vous pouvez vous abonner à la newsletter pour rester informé. Et la deuxième chose, c'est que vous pouvez demander une réduction si c'est trop cher pour vous, que vous êtes dans une situation où vous êtes sans emploi ou étudiant ou autre. Vous pouvez écrire à l'adresse support@atomicthinking.fr et on pourra faire quelque chose pour vous. Et puis si peut-être il vous manque un truc pour passer à l'action, pour rejoindre ce club, on a décidé avec Maxime de mettre 2 garanties en place. La première, c'est une garantie 0 regret. En place sur tous les produits Atomy. C'est 14 jours pour changer d'avis. vous avez le moins de once de « Ah, non, c'est pas pour moi, je me suis fait arnaquer » ou peu importe. On va rembourser en question.
Pas vraiment de risque. Vous essayez, vous venez, vous essayez 14 jours. C'est ça. Vous pouvez tout essayer en plus, hein, les coachings, les trainings, le Zoom permanent, les formations, accès libre. C'est ça. Vous en profitez. C'est un don, du coup, parce que si vous partez, voilà, ça aura été un don. Et comme ça, vous pouvez essayer Et voir quoi. voir. Ouais. Et puis en plus, il y a une deuxième garantie Qu'est-ce qui est garanti? Ouais. qui est cette fois-ci au bout de 6 mois. Donc, au bout de vos 6 mois d'engagement dans la méditation, si là vous voyez que vous n'avez pas de bénéfices Ouais. qui vous arrivent, Ouais. eh ben, vous pouvez demander un remboursement complet également. Voilà. S'il ne se passe rien, s'il n'y a aucune transformation, il n'y a aucune raison que vous payiez quelque chose qui vous ait rien apporté. Et donc, il suffira de le dire et puis on vous remboursera. Clairement, c'est jamais arrivé parce que c'est pas possible. C'est impossible que ça C'est pas possible qu'il se passe Non, rien. Mais cette garantie existe quand même, peut-être plus pour vous rassurer qu'autre chose finalement. Ouais, Et carrément. montrer patte blanche et En voilà. tout cas, ben, moi j'ai rejoint le club, hein. Je suis dedans. Mm. Et voilà, je m'engage à méditer tous les matins avec vous. Mais oui, on sera ensemble en plus, on sera tous les deux avec vous, c'est complètement... Ça va être cool, ouais. Ah ouais, c'est Ça va être cool. Non, c'est trop bien. Ouais. Bon, bah, peut-être à très vite un matin pour méditer. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup, Maxime. Merci à toi, Elliot. Pour tous ces partages sur le sentier, le triangle, etc. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère à bientôt dans le club ce matin pour aller plus loin ensemble. Ciao. Ciao.